Le centre d'appel des sapeurs-pompiers de Berlin reçoit plus de 3000 appels d'urgence par jour. Sapeurs-pompiers de Berlin, je vous écoute. Pouvez-vous me décrire ce qu'il y a d'inhabituel? Pouvez-vous lui demander de sourire? Est-ce que le sourire est identique des deux côtés de la bouche? Il ne sourit que d'un côté? D'accord. Demandez-lui d'étendre les bras. Il n'enlève qu'un seul. Pouvez-vous lui demander de prononcer la phrase suivante? Il fait soleil aujourd'hui. On le comprend mal, c'est ça? Un seul de ces trois signes suffit pour éveiller le soupçon d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Direction Wilmersdorf. Chaque année, 15 millions de personnes dans le monde sont victimes d'un AVC. Un AVC constitue une urgence thérapeutique. Les secours doivent intervenir dans les plus brefs délais, car à chaque minute écoulée, la victime perd dès lors 2 millions de neurones. Les conséquences peuvent être désastreuses. L'AVC est un tueur redoutable. Il provoque d'énormes handicaps. La problématique de l'accident vasculaire cérébral est qu'il s'agit d'une urgence vitale qui survient sans prévenir. Il faut être aussi rapide que possible. Chaque minute compte. Nancy, 1er février 2013. Peu après 17 heures, Susanne Marie Grotte, une étudiante allemande, rend visite à une amie française. Elle ne se doute pas que sa vie est sur le point de basculer. Tout d'un coup, j'ai ressenti une douleur aiguë sur le côté gauche du front. J'ai plissé les yeux de toutes mes forces, et quand je les ai rouverts, tout m'a paru complètement différent. Je ne savais pas ce qui avait changé, mais je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. C'était comme si mon environnement s'était décalé. Je sais pas, j'ai beaucoup mal à la tête. J'ai essayé d'expliquer à ma copine que quelque chose n'allait pas, même si je ne savais pas quoi. Elle m'a dit, il te faut de l'air frais. Va à la fenêtre et respire un bon coup, ça te fera du bien. Quand je me suis levée, j'ai été prise de vertige. J'ai quand même réussi à aller jusqu'à la fenêtre, mais ça ne passait toujours pas. Berlin. En quelques minutes, l'ambulance est sur les lieux. L'équipe compte un neurologue qui possède aussi une formation d'urgentiste. Bonsoir, monsieur Egner. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? J'étais assis à table. Tout d'un coup, impossible de bouger ou de parler. C'était une sensation très désagréable. Heureusement que mon épouse était dans les parages. Elle a immédiatement compris que j'avais dû faire un AVC et elle a appelé les urgences. Pouvez-vous lever les deux bras, s'il vous plaît? Bien. Encore une fois, quelques secondes. Ok, c'est le côté droit qui est touché. Tout indique qu'il s'agit d'une attaque grave. Dans 80% des cas, il s'agit d'un AVC ischémique ou infarctus cérébral, provoqué par un caillot sanguin dans le cerveau. Le caillot obstrue l'artère et empêche le sang d'accéder à certaines parties du cerveau.
privés d'oxygène et d'éléments nutritifs, les neurones meurent en l'espace de quelques minutes. L'AVC peut également être provoqué par une hémorragie cérébrale. Dans ce cas, il est occasionné par la rupture d'une artère cérébrale. Le sang fait irruption dans le tissu cérébral et l'endommage, ce qui provoque la destruction des neurones. Lorsque l'AVC est dû à un caillot sanguin, les médecins disposent d'un traitement d'urgence. Ce médicament est injecté dans le sang et permet de résorber le caillot. Le sang peut alors à nouveau affluer dans toutes les régions du cerveau. Mais dans certains cas, ce traitement appelé thrombolyse peut causer encore plus de dégâts. Si l'AVC provient d'une hémorragie cérébrale, le médicament peut la renforcer et du même coup entraîner la mort du patient. Il est donc impératif de déterminer sans délai l'origine de l'AVC. Pour cela, l'ambulance spécialisée dispose d'un scanner cérébral. Je ne me suis rendu compte de rien. J'étais complètement ailleurs. Les médecins doivent impérativement exclure l'hémorragie avant d'administrer le médicament. Cette ambulance spécialisée est un véritable petit hôpital ambulant. Le prototype du STEMO, l'unité mobile d'urgence contre les AVC, a coûté plus d'1 million d'euros. Les images du cerveau sont télétransmises à un radiologue spécialisé. Bonjour, Dr Fibar. Je suis Michael Rosanski, neurologue du STEMO. Je suis sur le lieu d'intervention. On a fait le TDM. Les images ont été envoyées. Très bien. J'attends la réception des images. Le radiologue Joran Fibar est spécialisé dans les AVC. Les tomographies lui permettent de déceler les signes d'une hémorragie cérébrale. C'est seulement une fois cette hypothèse écartée que le coup d'envoi du traitement d'urgence est donné. Nancy. Suzanne-Marie Grotte ne comprend toujours pas ce qui lui arrive. Elle pense à des migraines. Sa mère en souffre régulièrement. J'ai voulu appeler ma mère. J'ai pris mon portable, mais je n'arrivais pas à déchiffrer les signes sur les touches. J'avais l'impression de voir des idéogrammes chinois, ou en tout cas quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai fait comprendre à ma copine que je ne pouvais pas manipuler le téléphone. Elle a cherché le numéro de ma mère et j'ai pu la joindre. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle m'a dit d'appeler immédiatement le SAMU. Une bonne heure après l'apparition soudaine de ces maux de tête, Suzanne-Marie est hospitalisée. À Berlin, 45 minutes à peine se sont écoulées depuis les premiers symptômes. L'hémorragie cérébrale est désormais exclue et le neurologue peut administrer le médicament Alteplase au patient. Grâce au véhicule STEMO, Uwe Egner a pu être pris en charge en un temps record. Le médicament commence à agir dès le transport vers l'hôpital et désagrège le caillot sanguin. Grâce à cette unité mobile, les médecins peuvent démarrer le traitement thérapeutique d'urgence, la thrombolyse, 25 minutes plus tôt en moyenne. Un gain de temps précieux. En France, au centre hospitalier de Lens, on suit une autre approche. Ici, la densité de la population est trop faible pour justifier l'achat d'une ambulance spécialisée. Donc vous êtes bien à Valenciennes, hein? C'est cela? D'accord, les images... À 90 km d'ici, un patient vient d'être hospitalisé en urgence à proximité de son domicile. Monsieur, ouvrez les yeux, d'accord? Regardez bien droit devant vous, il y a une caméra. Il y a un médecin qui vous regarde, que vous pouvez voir là-bas sur l'écran. Voilà, vous savez quel jour on est aujourd'hui, monsieur? Oui, très bien. Vous avez quel âge? D'accord. Est-ce que vous pourriez essayer de tendre les deux bras devant vous? Vous n'y arrivez pas. D'accord. Essayez de faire une grimace, essayez de me tirer la langue.
Tirez la langue fort. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour essayer d'apprécier un petit peu votre état. Grâce à la vidéo, les neurologues peuvent rapidement examiner et traiter des patients éloignés. Et donc il a un tableau déficitaire assez franc. La télémédecine permet à un seul spécialiste de couvrir une zone qui compte près de 2 millions d'habitants. On a pu apporter, grâce à ce dispositif, la possibilité d'une offre de soins égale à toutes les populations, même celles qui sont éloignées des centres dits performants, puisque là, on maille le territoire avec des centres de proximité vers lesquels les patients sont adressés et il n'y a pas de retard de prise en charge. Donc c'est vraiment l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire qui est un des résultats très intéressants de ce dispositif. La suite du traitement se fait également à distance. Oui, bonjour, vous m'avez appelé. Si vous pouviez approcher le chariot du bout du lit pour que je puisse faire mon examen avec votre aide, de façon à ce qu'on puisse l'examiner ensemble. D'accord. Monsieur, donc là c'est un médecin en fait qui va vous examiner, mais qui n'est pas dans l'hôpital. Le bras gauche chute. Ah oui, en touchant le lit, là, il y a une chute. La télémédecine permet de prendre en charge des patients qui vivent à l'écart des grandes villes. Le spécialiste décide du traitement à suivre et des examens nécessaires. Ah oui, effectivement, il y a une nette majoration par rapport à tout à l'heure. D'accord, c'est pas mal quand même. J'appelle le scanner, je préviens le radiologue, et puis dès que je vous donne le feu vert, vous pouvez l'emmener au scanner. Nancy, 1 heure et 5 minutes après les premiers symptômes. Suzanne Marie est examinée aux urgences. Levez votre jambe droite, s'il vous plaît. C'est parfait, vous pouvez relâcher. La jambe gauche, s'il vous plaît. C'est très bien. Les symptômes de la jeune femme sont inhabituels. Elle n'a pas de difficulté à parler et ne présente aucune hémiplégie. Mais les maux de tête aigus persistent. 1 heure et 5 minutes, c'est également le temps qui s'est écoulé depuis les premiers symptômes apparus chez Uwe Egner. Il est hospitalisé dans une unité cérébrovasculaire spécialisée, la Stroke Unit. Les souvenirs qui me restent de l'accident sont tous postérieurs à mon passage dans la Stroke Unit. Mais avant ça, je serais incapable de dire exactement ce qui s'est passé. Et c'est justement ce qui donne cette sensation d'impuissance si désagréable. La plupart des patients n'ont pas la même chance qu'Uwe Egner et sont pris en charge bien plus tard. Souvent, les médecins ne connaissent même pas l'heure exacte de l'accident. Il faut alors essayer de la déterminer à l'aide des images du scanner. Car si l'accident remonte à plus de 4h30, le traitement thérapeutique d'urgence est compromis. Certains sont réveillés par l'attaque. D'autres sont retrouvés par un proche, étendu à côté de leur lit ou sur le sol de la salle de bain. Dans ce type de cas, on ne sait pas si la personne s'est levée à 6 h du matin ou si elle s'est écroulée à 3 h. Les images nous permettent de déterminer si ça s'est passé il y a moins de 4h30 ou si l'accident est plus ancien. Et selon le cas, nous pouvons donc nous prononcer pour un traitement à l'altéplase ou y renoncer pour ne pas mettre le patient en danger. Car l'altéplase, le seul médicament disponible pour traiter les AVC en urgence, a la particularité de faire plus de mal que de bien quand il est administré trop tard. Centre d'imagerie et de recherche en neurosciences Cicéron à Caen. C'est ici que des chercheurs ont découvert les effets indésirables de l'altéplase. Il excite les neurones d'une manière excessive. Or, comme ceux-ci sont déjà affaiblis par l'attaque cérébrale, le médicament peut provoquer leur mort prématurée. Le professeur Denis Vivien étudie cet effet indésirable de l'altéplase depuis plus de 10 ans. Pour mieux en faire comprendre le principe, il compare les neurones à des sportifs. Lorsque l'altéplase se fixe aux neurones, il va demander aux neurones de fonctionner plus vite. Dans ce cas-là, c'est notre coureur du dimanche matin qui accélère son rythme de course. Et donc, il va consommer plus d'oxygène, plus de glucose, il a besoin de plus d'énergie puisqu'il court plus vite. Dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral, il n'y a plus cette énergie, il n'y a plus ce glucose et cet oxygène, et on demande aux neurones de fonctionner plus. C'est comme si notre coureur du dimanche matin, on lui demande de courir plus vite, mais sans énergie. On comprend très bien qu'il va très vite s'essouffler et finir par mourir. Et c'est ce qui arrive aux neurones dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral.
Les chercheurs ont découvert que l'altéplase se fixait à un récepteur à la surface du neurone pour l'exciter. Pour contrecarrer ce processus, Denis Vivien a eu l'idée de développer un anticorps qui bloque le récepteur, empêchant l'altéplase de s'y fixer, de sorte que le neurone ne sera pas surmené et pourra survivre. Donc là, dans un premier temps, c'est le traitement on va traiter à l'altéplase et ensuite un traitement avec l'anticorps. Comme prévu, l'altéplase seule active les neurones. Ce sont les taches rougeâtres. Avec l'anticorps, le résultat est nettement différent. Les neurones sont à peine stimulés. Les résultats en laboratoire sont encourageants. On espère que ça marche. En fait, ce qui est important, c'est que l'association de l'anticorps avec un traitement, l'altéplase, déjà existant et qui fonctionne. Donc en fait, l'objectif ici est d'améliorer un traitement qui marche déjà et faire qu'il marche mieux et pour beaucoup plus de patients. Donc on est assez optimiste. Des essais sur des animaux viennent soutenir cet optimisme. L'association de l'altéplase et de l'anticorps diminue les effets indésirables. Les tests sont effectués sur des souris soumises à un AVC. Comme un patient humain, les souris passent ensuite une IRM. Les hypothèses se confirment. Traité uniquement à l'altéplase, le cerveau des souris subit d'importants dommages. Ce sont ici les zones claires. Lorsqu'on y associe l'anticorps, les zones lésées sont beaucoup plus réduites. Les chercheurs étudient également comment les animaux se remettent de l'hémiplégie qu'entraîne l'AVC. Sur ce podium high-tech, chaque empreinte de patte est enregistrée. La récupération fonctionnelle des souris ayant reçu l'anticorps est bien meilleure. Dans l'unité cérébrovasculaire du CHU Benjamin Franklin à Berlin, Uwe Egner est toujours sous surveillance. Il faut prévenir les complications que peut entraîner l'AVC, telles que la pneumonie. Pour le reste, les médecins ne peuvent s'en remettre qu'à la capacité du cerveau à se régénérer lui-même. CHU de Nancy. Pour Suzanne Marie, le diagnostic n'a pas évolué. Migraine avec troubles visuels. Cela expliquerait les symptômes dont elle se plaint. Sauf que ces symptômes persistent, ce qui est tout à fait inhabituel. Ok. Là. Vous pourriez me dire si vous voyez les doigts bouger? Oui. Oui. Même le lendemain matin de son hospitalisation, la partie droite de son champ visuel reste aveugle. Non, pas les doigts. Pas les doigts. D'accord. Der Gesichtsfeldausfall an sich, das wurde mir im Prinzip J'ai mis du temps à réaliser qu'une partie de mon champ visuel avait réellement disparu. Später, wenn ich gefragt wurde von Freunden zum Beispiel, quand on me demandait quelle sensation ça faisait, je disais que c'était comme le point noir qu'on a devant les yeux quand on regarde un moment le soleil. Sauf que chez moi, ce point s'étendait sur toute la partie droite de mon champ visuel. Les médecins décident de lui faire passer un scanner. Mais pour un traitement d'urgence, comme par exemple la dissolution d'un éventuel caillot sanguin, il serait de toute façon trop tard. Pour cela, il aurait fallu intervenir dans les 4h30 qui ont suivi l'attaque. Au CHU de Lille, les médecins étudient un procédé qui pourrait élargir cette fenêtre thérapeutique si réduite. Et donc, il y a des examens qui sont... Ils envisagent de soumettre le cerveau à une forme d'hypothermie. La neurologue Charlotte Cordonnier dirige le volet français d'une étude européenne.
Le principe paraît étonnamment simple. Chaque cellule du cerveau, c'est un petit peu comme une usine. Ils ont besoin d'être nourris et puis ils vont produire des choses. Lorsque l'on refroidit ces cellules, eh bien, elles ont moins besoin d'énergie pour produire et elles se mettent un petit peu en état comme si elles allaient dormir. Le refroidissement thérapeutique est déjà appliqué avec succès sur les victimes d'un arrêt cardiaque. Comme en cas d'AVC, leur cerveau est mal irrigué. Refroidi, il aura moins de séquelles. Il réagit quand même bien, c'est symétrique et c'est centré. Vous pouvez ramener les sondes et le matériel pour refroidir le patient, s'il vous plaît? Au CHU de Lille, les médecins utilisent des matelas refroidissants spéciaux. Ils sont enroulés autour du corps et des membres du patient. On utilise de l'eau comme liquide de refroidissement. Le patient est bien équipé, on va pouvoir démarrer l'hypothermie. Voilà. La température du corps va maintenant être abaissée de 3 degrés pendant 24 heures. Un essai clinique européen va être mené sur 1500 patients atteints d'un AVC. Principal obstacle, contrairement aux personnes atteintes d'un arrêt cardiaque, ces patients sont conscients. Il faut pouvoir évaluer de manière constante la fonction du cerveau, c'est-à-dire parler, c'est-à-dire bouger, c'est-à-dire répondre aux questions. Et donc, il va falloir proposer ce traitement en maintenant les patients vigilants. Pour cela, nous avons tous un jour vécu une sensation de froid intense, peut-être désagréable. Nous allons donc utiliser des médicaments qui vont aider le patient à mieux supporter cette sensation de froid, mais c'est la difficulté majeure. À Nancy, le petit ami de Suzanne Marie est venu d'Allemagne pour être à ses côtés. Il est visiblement inquiet. Elle était livide et on voyait qu'elle était sous le choc parce qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Le point positif, c'est qu'elle m'a reconnu et qu'elle se souvenait de mon prénom. Mais à part ça, ces retrouvailles n'avaient rien de rassurant. En temps normal, c'est une personne très vivante qui sourit spontanément. Mais là, elle réagissait à peine. Elle prononçait mon nom, mais son visage restait neutre. Dominique ne comprend pas pourquoi sa petite amie va si mal. Et les médecins n'en savent pas plus. Elle n'était pas capable de m'expliquer ce qui s'était passé. C'était un mystère non résolu. En revanche, elle a pu quitter l'hôpital. Après 24 heures d'hospitalisation, Suzanne Marie rentre chez elle sans que les médecins aient réussi à identifier la véritable origine de ses symptômes. À Berlin, à peine 8 heures se sont écoulées depuis qu'Uwe Egner a subi son attaque. Les médecins vérifient si l'artère cérébrale qui était bloquée est maintenant dégagée. Sur cette échographie, on aperçoit le vaisseau sanguin dans le cerveau qui était obstrué par un caillot et qui a provoqué l'AVC. En le mesurant à l'échographie, on constate que le sang circule de nouveau, c'est-à-dire que le vaisseau a été débouché. La prise en charge d'Uwe Egner s'est idéalement déroulée. Pas une minute n'a été perdue. Ce cas est loin d'être la règle. Il a eu une chance exceptionnelle parce que l'AVC a été immédiatement détecté et que les urgences ont été contactées dans la foulée. La centrale a activé l'intervention du STEMO, l'ambulance spécialisée qui s'est rendue sur place. La prise en charge a donc été extrêmement rapide, environ 3/4 d'heure après l'apparition des premiers symptômes. Il faut dire ce qui est. Sans le STEMO et la rapidité d'intervention, je n'aurais jamais pu reprendre une vie normale. L'attaque a été trop violente. Pour moi, c'est comme naître pour la seconde fois.
Actuellement, l'altéplase reste le traitement standard pour déboucher les artères cérébrales. Mais le médicament ne fonctionne que sur un tiers des patients. Pour cette raison, des médecins comme le professeur Emmanuel Houdard de l'hôpital Lariboisière à Paris travaillent depuis longtemps à une autre solution. Déboucher les vaisseaux, mais mécaniquement. Deux systèmes ont été conçus à l'époque. L'un était une espèce de tire-bouchon qui était déroulé dans le caillot et qui, par la traction ensuite, exactement à la façon d'un tire-bouchon, pouvait le retirer. Le second, qui était beaucoup utilisé à Lariboisière, était un système utilisant un micro-lasso qui permettait d'enserrer le caillot et, en tirant dessus, de le retirer de l'artère. Malheureusement, aucun de ces deux systèmes n'est vraiment convaincant. D'où la nouvelle méthode, un filet métallique qui se déploie à l'intérieur de l'artère bouchée. Emmanuel Houdard fait une démonstration du dispositif. Un cathéter très fin est introduit dans l'artère fémorale au niveau de l'aine. Il est remonté jusqu'au cerveau. À l'endroit où le caillot obstrue l'artère, le filet est déployé. Le caillot s'accroche dedans et peut ainsi être délogé. Des essais cliniques sont en cours. Le hasard décide des patients qui peuvent bénéficier de la nouvelle méthode. C'était toujours le problème de ces études par tirage au sort, appliquées, encore une fois, à cette situation d'extrême urgence, qui est celle de l'accident vasculaire cérébral, et d'extrême gravité potentielle, étaient de véritables cas de conscience. Et donnaient lieu à des débats quasiment hebdomadaires sur que faire devant tel ou tel patient, et que faire si c'était quelqu'un de votre famille. Les premiers résultats montrent l'efficacité du dispositif, mais seulement pour des caillots de grande taille. Le médecin suit l'avancée du cathéter sur une image radiographique. Il doit procéder très doucement, car les artères sont extrêmement fragiles. Il faudra maintenant que cette méthode complexe trouve sa place parmi les traitements d'urgence aux côtés de l'altéplase. Un défi pour la médecine. 24 heures après son accident, Susanne Marie Grote fait ses valises. Elle veut se rendre en Allemagne chez ses parents pour se reposer quelque temps. Allô? Oui? Ok. D'accord, oui. Oui, je vais. Ouais. L'appel vient de l'hôpital. Ok. Susanne Marie est priée de se rendre au service de neurologie. Merci. Le médecin a été très gentil. Il a pris toutes les précautions du monde. Mais au moment où il a prononcé les mots « accident vasculaire cérébral », ça m'a quand même fait un sacré choc. Elle a fondu en larmes. Ça paraît normal. Quand on apprend ce genre de nouvelles, c'est tout un monde qui s'écroule. Susanne Marie est transférée dans un hôpital à proximité du lieu d'habitation de ses parents. La jeune fille a du mal à accepter le diagnostic. Pour moi, l'AVC, c'était réservé aux personnes âgées. Je n'aurais jamais pu imaginer que ça puisse frapper quelqu'un de mon âge. Du coup, je ne m'étais jamais particulièrement intéressée à ce sujet. Susanne Marie est prise en charge par l'unité neurovasculaire de l'hôpital d'Aschaffenburg. Le service accueille plus de 1000 patients par an. La plupart d'entre eux ont plus de 60 ans. Mais certains sont nettement plus jeunes, comme Susanne Marie. Le professeur Rolf Schneider suit son cas.
En tant que médecin, on sait que les AVC touchent les personnes âgées. C'est plus dans l'ordre des choses, en quelque sorte. Mais quand on se trouve confronté à un cas comme celui de Suzanne Marie Groth, l'investissement émotionnel est d'autant plus fort. Pour les médecins, le principal objectif consiste maintenant à trouver la cause de l'AVC pour prévenir une nouvelle attaque. Tous les facteurs de risque habituels sont vérifiés. Le premier facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Si on parvenait à la faire baisser à grande échelle, chez toutes les personnes qui en souffrent, on enregistrerait une baisse très sensible des AVC. Mais Suzanne Marie présente une tension artérielle tout à fait normale. Les médecins poursuivent leurs investigations. Deuxième cause fréquente, les problèmes cardiaques. Suzanne Marie va être équipée d'un holter cardiaque qui va enregistrer son électrocardiogramme pendant 24 heures. Je vais encore le fixer pour qu'il tienne bien. Il faudra le porter pendant 24 heures. Okay. Voilà maintenant la petite pochette que je vais vous accrocher autour du cou. Vous pouvez bouger, vous déplacer tout à fait normalement. Et la nuit, vous pouvez même la poser à côté de vous. L'essentiel, c'est que les 3 électrodes restent connectées. Super, merci. Et c'est tout. Environ un tiers des AVC est dû à des troubles du rythme cardiaque. Le plus répandu de ces troubles est la fibrillation auriculaire, qui dérègle la fonction de pompe du muscle cardiaque. Par conséquent, le sang se met à stagner et à coaguler à certains endroits. Un caillot peut se former. Si celui-ci migre jusqu'au cerveau, il peut provoquer un AVC. Mais là encore, la piste ne donne rien. Le cœur de Suzanne Marie fonctionne parfaitement. Prochaine étape, une échographie de l'artère carotide. Au fil des ans, des dépôts s'accumulent ici dans les vaisseaux. Ils peuvent un jour se détacher et être emportés jusqu'au cerveau. Ces dépôts sont fréquents chez les personnes âgées ou souffrant de maladies métaboliques. Rien de tout cela chez Suzanne Marie. Des examens complémentaires permettent également d'exclure des troubles de la coagulation sanguine. Dans 20 à 30% des cas, on ne parvient malheureusement pas à trouver de cause, même en vérifiant toutes les pistes possibles et imaginables. Je pense qu'il faut accepter le fait qu'il puisse exister des perturbations passagères dans le flux sanguin, qui provoquent momentanément une lésion, mais qui ne sont plus détectables après coup. On m'a dit, réjouissez-vous, vous êtes en parfaite santé. Il n'aurait rien dû se passer. Même si c'est quand même arrivé. Suzanne Marie décide de reprendre ses études à Francfort-sur-le-Main. J'avais prévu de reprendre tout en douceur. Sauf que je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais en réalité diminuée. Jusqu'à ce que je me retrouve au milieu d'une foule de gens. À la fac de Francfort, il y a beaucoup de gens qui circulent. Et dès les premiers cours, j'ai compris que je n'arriverais pas à me concentrer. Tout me perturbait en cours. Les gens, le fait que tout le monde parle en même temps, le volume sonore en général. Et en plus, il fallait arriver à écouter la personne qui parlait tout devant. C'était très pénible. Et ces troubles visuels lui compliquent encore un peu plus le quotidien. Je ne pensais pas que ça me stresserait à ce point.
Quand je savais qu'il y avait du monde sur ma droite, j'avais tendance à paniquer, parce que je ne savais pas comment les gens se déplaçaient et que j'avais peur de me cogner à eux. On est tellement focalisé sur ces contraintes pratiques qu'il n'y a plus de place pour se concentrer sur le reste. Au bout de 2 semaines, j'ai dû admettre que ce n'était pas possible de reprendre les études dans ces conditions-là. L'état d'Uwe Egner, en revanche, s'améliore dès le lendemain de l'accident. L'après-midi même, il fait ses premiers exercices de marche. Maintenant, essayez de vous mettre debout. Posez vos 2 mains là et appuyez. Redressez-vous bien. Le derrière aussi. Faites peser votre poids sur la jambe droite. Bien droit. Voilà. Tendez les genoux. Appuyez sur la jambe droite et avancez le genou gauche. Et maintenant, essayez de lever la jambe gauche. Vous la reposez et vous suivez avec l'autre. Voilà. C'était une sensation très agréable. À la fin de la journée, j'ai commencé la rééducation. J'avais l'impression que la vie reprenait. La plupart des patients ne sont pas aussi rapidement sur pied. De nombreuses hémiplégies sont persistantes. Pour permettre aux patients de retrouver l'usage de leurs membres, certains médecins s'intéressent actuellement à une nouvelle forme de thérapie, la thérapie par le miroir. C'est le cas de Christian Dolle, qui travaille dans un centre de rééducation fonctionnelle de la périphérie de Berlin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'image visuelle de la main. On va se concentrer sur le reflet du côté valide et travailler avec ce reflet. Monsieur Sommer, pour la thérapie par le miroir, il est très important que vous regardiez fixement la main qui se reflète dans le miroir. Aujourd'hui, on va travailler sur les chiffres. Mettez vos doigts en position. On commence. 3, 1, 5, 4. Le miroir donne au patient l'illusion qu'il peut bouger sa main paralysée. Ce stratagème peut stimuler les parties lésées du cerveau de manière à ce qu'elles reprennent le contrôle du membre paralysé. Est-ce que c'était fatigant? Non. Est-ce que vous avez senti un picotement dans la main gauche? Elle picote en continu. Du poignet jusqu'au bout des doigts? Exactement. C'est un bon signe. La thérapie par le miroir permet de rappeler au cerveau que ce bras existe. Et si ça picote, c'est qu'on est sur la bonne voie. Pendant longtemps, cette thérapie a fait un peu sourire dans les milieux scientifiques. Mais des études tout à fait sérieuses ont récemment confirmé son efficacité. Elle est aujourd'hui de mieux en mieux acceptée et de plus en plus utilisée. Il s'agit désormais de l'améliorer en essayant de découvrir de quelle manière il est possible de duper le cerveau. Dans cette expérience, le miroir est remplacé par une caméra et un écran. Ta tâche consiste à rapprocher et éloigner le pouce et l'index, sans t'arrêter. Voilà, super. Par moments, tu verras le reflet inversé. Ne fais pas attention. Continue comme si de rien n'était. Tout au long de l'expérience, les chercheurs enregistrent l'activité cérébrale du sujet. Nous montrons que le cerveau peut en effet être dupé. Nous avons commencé à travailler avec des personnes valides avant de transposer le dispositif sur des patients victimes d'un AVC. Chez certains, ça fonctionne assez bien, chez d'autres, beaucoup moins. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à déterminer avant le début de la thérapie si elle peut être bénéfique pour le patient ou pas. À terme, le but est de pouvoir proposer des thérapies sur mesure. Ainsi, le temps et l'énergie des patients seraient exploités au mieux. Uwe Egner s'est rapidement remis de son attaque. Après une semaine dans l'unité neurovasculaire, il a été transféré dans un centre de rééducation où il a réappris à parler et à marcher.
2 semaines après être sorti du centre de rééducation, j'ai pu retourner au travail. Évidemment, j'ai repris par paliers, mais très rapidement, j'ai été à nouveau 100% opérationnel. C'était super. En moyenne, seul un patient sur 3 parvient à réintégrer pleinement son quotidien. J'espère ne jamais avoir à revivre ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si je m'en sortirai aussi bien après un 2e accident. Je veux simplement dire, si vous êtes en présence d'une personne qui fait un AVC, appelez immédiatement le 112. Ne perdez pas de temps. Chaque minute compte. Susanne Marie Grote continue de souffrir des séquelles de son AVC. Après 6 mois d'attente, elle trouve une place dans un centre de rééducation à Saarbrück. Si vous vous sentez prête, on peut commencer. Je vais commencer par vous lire des paires de mots, lentement. Certaines paires vont ensemble, d'autres pas. On y va? Oui. Bien, je commence. Couleur, grand, ciel, nuage, ville, centre. La tâche de Susanne Marie consiste à mémoriser les paires. L'exercice permet à la neuropsychologue d'évaluer sa mémoire verbale. Ciel, nuage, couleur, grand, lit. Non. Suivant. Étape suivante, l'évaluation de la mémoire visuelle. Susanne Marie doit mémoriser des formes et les redessiner. Le bilan neuropsychologique porte sur 7 évaluations différentes. Le test dure 2 heures en tout. En tant que neuropsychologue, je sais quelle partie du cerveau est chargée de quelle fonction. Dans le cas d'un accident, certaines de ces fonctions peuvent avoir subi des lésions ou même être complètement défaillantes. Mais pour que la rééducation soit efficace, nous devons déterminer précisément les dégâts. Pour les patients, c'est souvent très instructif, mais aussi extrêmement fatigant. Parallèlement, on procède à un examen du champ visuel de Susanne Marie. Vous allez prendre cette manette dans la main droite, rapprochez légèrement votre tête de manière à ce que votre front touche le haut. Bien. Vous voyez les 4 points rouges? Vous devez presser sur le bouton dès que vous voyez autre chose apparaître ou disparaître. Je commence. Des points lumineux vont apparaître un peu partout, mais vous continuez de regarder entre les 4 points de fixation rouge. Dès que vous voyez un point lumineux, vous appuyez sur le bouton de la manette. Surtout, ne détournez pas votre regard des points rouges. C'est parti. Susanne Marie ne voit pas les points lumineux sur sa droite. Sur la représentation de son champ visuel, cela se matérialise par des points noirs, ce qui veut dire qu'elle est aveugle de ce côté. Une amélioration spontanée des lacunes du champ visuel n'intervient que dans les 3 à 6 mois qui suivent l'accident, et seulement chez quelques patients et à un degré assez réduit. Il est donc important que les patients apprennent à compenser ce handicap à l'aide de thérapies appropriées. Susanne Marie va devoir apprendre à appréhender son champ aveugle. La méthode consiste à utiliser des mouvements rapides des yeux. Vous devez exécuter des mouvements amples et rapides vers le point blanc. Voilà, par le chemin le plus direct. Susanne Marie utilise le pointeur laser pour confirmer ce qu'elle a vu. À terme, elle est censée intérioriser ses mouvements oculaires pour les appliquer de manière automatique au quotidien. Par exemple, quand elle marche en ville, où cette aptitude lui sera vitale. Sommet de montagne et fourchette. Super. Tasse et marqueur. Si on ne le sait pas, on ne se doute pas que Madame Grote a un trouble visuel.
Et c'est justement ce que les patients demandent, de ne pas se faire remarquer. Ils n'ont pas envie de se promener avec une canne blanche dans la rue. Ils veulent être de plein pied dans la vie. La rééducation se termine par une mise en situation réelle. Suzanne Marie va devoir trouver la ligne de bus qui va à la gare. Avec quelle aisance va-t-elle se mouvoir dans ce contexte urbain? Faites attention à ne pas heurter d'autres personnes en explorant tout le temps ce qui se passe à droite et à gauche. On va traverser pour voir si notre bus s'arrête en face. Attention. On va traverser la rue. Maintenant, vous allez chercher sur le tableau la ligne de bus qui va à la gare centrale. À la gare centrale? Exactement. Je crois que c'est celle-là, la 112. Cet entraînement à l'exploration visuelle m'a énormément apporté pour le quotidien. Il m'arrive évidemment encore de me cogner contre des objets, mais ça arrive presque à tout le monde. Et c'est devenu très rare. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis en ville maintenant. La thérapie conduite à Saarbrück a appris à Suzanne Marie comment vivre avec ses déficits. Elle décide de retenter l'université. Entre-temps, je gère assez bien les cours et le stress que ça peut induire. Quand je suis dans les couloirs ou à la cafette, je ne me sens plus dérangée comme avant par le monde et le bruit. Suzanne Marie a de nouveau la tête aux études. Sa vie ne tourne plus exclusivement autour de l'AVC. De nombreux patients n'ont pas cette chance. Leurs lésions cérébrales sont tellement importantes que les traitements thérapeutiques traditionnels ne servent à rien. Pour ces personnes-là, il ne reste que l'espoir de voir un jour apparaître de nouvelles méthodes de traitement, comme celles développées dans le sud de l'Angleterre. Des cellules souches neuronales sont conservées dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Ces cellules souches pourraient permettre de créer de nouveaux neurones. Depuis plus de 10 ans, les chercheurs planchent sur un traitement révolutionnaire. L'idée consiste à injecter les cellules souches dans les cerveaux des patients pour qu'elles se chargent de régénérer le tissu nerveux. Bonjour. Comment vont nos cellules aujourd'hui? Elles grandissent très bien. Des essais effectués sur des animaux ont montré les effets positifs de la thérapie de réparation par cellules souches neuronales. Mais on ne sait pas encore comment ce processus se déroule en détail. Nous pensons que certaines de ces nouvelles cellules s'implantent dans le cerveau. Mais leur tâche consiste moins à remplacer les cellules endommagées à l'identique que de stimuler la régénération du cerveau. Les cellules souches ne survivent pas très longtemps dans le cerveau, ce qui est une bonne chose du point de vue de la sécurité. Si elles ne restent pas longtemps, elles ne risquent pas de mal tourner. Car c'est la principale crainte, que les cellules souches neuronales se développent de manière incontrôlable et provoquent des tumeurs. Jusqu'à présent, rien de cela n'a pu être observé au cours des essais sur les animaux. La première étude clinique au monde pour évaluer l'efficacité du nouveau traitement est actuellement en cours à Glasgow. Les médecins injectent les cellules souches dans les cerveaux des patients. Keith Muir dirige l'étude. Il a d'abord dû évaluer l'importance des effets secondaires.
À un moment donné, il y a toujours une prise de risque. Disposons-nous de suffisamment de données animales pour passer à la phase humaine? Pour les thérapies par cellules souches, personne ne connaît la réponse. Donc, il faut se lancer et espérer avoir vu juste. Avant son AVC, Frank Marsh était un pianiste passionné. Il est l'un des 11 premiers volontaires à participer à l'étude. Il pense avoir déjà décelé des effets bénéfiques. Tu as regagné un peu de capacité dans ta main gauche. Avant, tu ne pouvais rien faire du tout avec. Et aujourd'hui, tu peux l'utiliser à minima. C'est vrai, j'y arrive. Mais je ne contrôle pas grand-chose. En tout cas, pas suffisamment pour rejouer du piano. Pour l'instant, il n'y a aucun effet secondaire négatif à déclarer. Mais il faudra attendre encore de nombreuses années avant de savoir si la thérapie fonctionne vraiment sur un grand nombre de patients. 1 an et demi après son attaque, Suzanne Marie a appris à vivre avec les séquelles. C'est triste qu'il y ait eu cet accident dans ma vie, c'est évident. Mais ça aurait pu être bien pire. Actuellement, je peux dire que j'arrive à vivre avec et que j'envisage l'avenir avec un certain optimisme.